Je monte, je sonne. Elle est assez longue à se lever. Elle ouvre peut-être pas d'ailleurs. Elle dit qui est là. Alors je lui dis, je lui dis, non, je peux pas lui dire, Jean-Louis. Elle ouvre, face à face. Moi, je serais plutôt un acteur type chat. Les chats sont pas spontanés, vous savez. Moi, pendant des années, je passais toutes mes scènes la tête baissée, avec mon accent méridional, un ton monocorde. En moi, ça bouillonnait. Mais il y avait des professeurs d'ailleurs qui me disaient « Tu es pas bien, mais continue. C'est pas bien, mais un jour tu seras bien. » Trintignant Jean-Louis Xavier, artiste dramatique. Marié. Bon mari. Bon pied, bon œil. Bon œil pas terrible. Bon père. Ave Maria piena di grazia. Parle l'italien. Casier judiciaire vierge, malgré les apparences. Né le 11 décembre 1930 à Piolinc-Vaucluse. Vous faites partie avec Alain Delon et Belmondo du tiercé le plus souvent sollicité par les metteurs en scène et les producteurs. Qu'est-ce que je peux y faire? Je l'ai pas fait exprès. Ça vous gêne? Je l'ai pas fait exprès. Chaque fois que je commence un film, je me dis mais mon Dieu, je ne sais rien. Et on va se rendre compte finalement que je suis très mauvais, que c'est un scandale. Et puis, à d'autres moments, je me dis mais c'est étonnant quand même. À d'autres moments, je me dis mais j'ai vraiment une sorte de talent exceptionnel. Non, c'est vrai. Je vous jure, je passe vraiment de l'un à l'autre. Non, ça c'est pour être vraiment très sincère. Et pourquoi cette vocation artistique? C'est par opposition à votre famille? Que faisait votre famille? Ma famille n'était pas du tout dans un domaine artistique. Mon père était un petit industriel en Provence. Il avait une usine d'entremets, de desserts, de trucs comme ça. Et ma mère ne faisait rien. Elle aimait beaucoup le théâtre. Ma mère avait rêvé d'être comédienne. Ah. Et elle, certainement, elle m'a poussé un petit peu, oui. J'avais un frère aîné et ma mère voulait une fille. Elle voulait une fille et quand je suis né, j'étais un garçon. Elle n'a pas accepté et elle a dit ce sera une fille. Je me souviens un jour où j'avais fait pipi debout comme ça, habillé en fille. Je me souviens que ça avait choqué des personnes qui passaient par là. Et ça, c'était quand même un truc assez inattendu. Quand j'ai soulevé ma jupe et que j'ai fait pipi debout. Ma mère était très excessive, elle était très possessive. Physiquement, elle était très forte. Elle était belle, mais grosse. C'était une grosse dame. Mais tout était gros, quoi. Sa passion, son amour, tout était énorme. Merci, maman. Non, merci. Vous lisez tous les articles qu'on écrit sur votre fils? Oh là là. Non seulement nous les lisons, mais nous en faisons en recueil. Et est-ce que vous êtes content de ce qu'il est devenu? Contente, ce n'est pas ça, c'est dire. Je suis ravie, enchantée.
Même je fais beaucoup de choses pour eux, par exemple de la télévision, de la radio, c'est vraiment pour eux que je le fais. Parce que ils peuvent m'avoir à la maison. Mon papa était résistant, a été arrêté quelque temps avant la libération. Il était en prison au Baumettes à Marseille. Et il est revenu dans son village sur avec les premières libérations. Il est revenu sur un char américain et il était très heureux sûrement. Et quand il est arrivé, il y avait une charrette où il y avait des femmes tondues. Il y avait ma mère parmi les femmes tondues. Alors la première chose qu'il a faite, c'est de lui sauver la vie. Mais les 30 années qu'ils ont vécues après ont été épouvantables. Parce que mon père ne lui a jamais pardonné ça. Et à moi, il m'a dit un truc qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit, comment tu as pu laisser faire ça? Et c'est vrai que j'ai laissé faire ça. Je sentais le besoin de venir à Paris. Je me sentais un peu étriqué en province. Et j'avais envie de venir à Paris. Je ne savais pas si je serais comédien un jour, si je serais metteur en scène. Je ne savais pas du tout, mais j'avais besoin de respirer plus largement. Et puis alors, finalement, j'ai décroché un rôle important à Paris, au théâtre. Et alors, à ce moment-là, un impresario m'a engagé et il m'a donné un fixe tous les mois. Alors moi, je faisais mon théâtre comme ça me plaisait. Et il m'envoyait faire des essais de cinéma. Et chaque fois qu'on me faisait faire des essais, moi, je les loupais. Exprès? Un peu exprès, oui. Et puis alors, c'est le cinéma avec un film qui va vous propulser vers la célébrité, mais peut-être pour des mauvaises raisons. Je veux parler de Dieu créa la femme, où on a fait un rapprochement forcément entre la vie privée et la situation. Oui. C'est le phénomène du film, c'était Brigitte Bardot. Et il s'est trouvé que j'ai vécu une passion à ce moment-là avec Brigitte Bardot, et on a beaucoup parlé de moi à cause de cela, ce qui me navrait d'ailleurs énormément. Je ne le méritais pas. Pourquoi vous ne le méritiez pas? Parce que j'étais pas bon dans le film. Tu es beau. Tu devrais toujours sourire. Ça me faisait pas plaisir du tout, mais pas du tout, je vous assure. Je n'ai mis aucune complaisance là-dedans. Je vous assure qu'il n'y a eu jamais une photo de nous qui a été prise comme ça. Les photos qui ont paru étaient des photos du film. Mais jamais, je veux dire, on s'est prêté à ce scandale, enfin. Non, ça m'a embêté. Il faut dire que je suis parti à mon service militaire à ce moment-là et que ça a finalement solutionné beaucoup de choses. C'est-à-dire que pendant 3 ans, je n'ai pas travaillé. C'était un temps épouvantable. Moi, j'ai un très mauvais souvenir de cette époque. C'est-à-dire que j'ai fait vraiment un service militaire très désagréable, très malheureux. J'étais un peu plus âgé. Il faut dire que j'étais étudiant. Et à cause de ça, je suis parti plus tard. Je suis parti à 26 ans, je crois, alors qu'eux en avaient 20. C'est pas beaucoup, 6 ans, mais c'est un âge où ça compte quand même beaucoup. Peut-être je supportais assez mal cette notion de la hiérarchie militaire et de la guerre et tout ça. La guerre d'Algérie, on l'appelait la pacification de l'Algérie. On nous disait qu'on allait pacifier l'Algérie. Ce sont des choses que peut-être on peut admettre à 20 ans et qu'on n'admet plus à 26 ans. Moi, ça me révoltait. Quand je suis sorti du service militaire pendant 6 mois, mais je ne parlais pas. J'étais vidé complètement. Ça m'avait anéanti. C'est là que j'ai rencontré Maurice Jacquemont qui m'a proposé de faire Hamlet. Et à ce moment-là, j'avais décidé de ne plus être comédien. Et alors j'ai essayé de lui échapper, j'ai trouvé des prétextes. Je lui ai même dit pour m'échapper que je ne pouvais pas, que j'étais malade, qu'il fallait que je parte dans un sanatorium pour me soigner, ce qui n'était pas vrai. Et il a tellement insisté que j'ai accepté. Et il m'a dit, si tu veux, on va répéter pendant 1 an. Et puis si tu veux pas le jouer, tu le joueras pas. Et il m'a fait répéter pendant 1 an. Et puis au bout d'1 an, il m'a dit, est-ce que tu veux le jouer maintenant? Je lui ai dit oui. Et c'est comme ça que j'ai recommencé à être comédien.
Êtes-vous chaste? Monseigneur, Êtes-vous belle? que veut dire votre seigneurie? Que si vous êtes chaste et belle, votre chasteté devrait bien ne pas s'en laisser compter par votre beauté. Êtes-vous chaste? Monseigneur, Êtes-vous belle? que veut dire votre seigneurie? Que si vous êtes à la fois chaste et belle, votre chasteté devrait bien ne pas s'en laisser compter par votre beauté. Ben oui, je croyais avoir fait des progrès, mais j'ai au contraire régressé. C'est-à-dire que c'était encore moins bien que 10 ans avant. Alors ça, c'est un peu inquiétant. Je me suis posé beaucoup de questions. Les gens des premiers rangs peut-être trouvaient ça pas mal, mais déjà au 5e rang, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fait? Il joue pas, il dit son texte. Je croyais avoir trouvé une façon de jouer au théâtre aussi simple qu'au ciné, mais c'était pas bon. Il y a longtemps, moi, que j'ai renoncé à le jouer, mais je continue à le relire, à me dire, ah ça, j'aurais dû... Ah, j'avais pas compris ça, ou... C'est sublime. Pendant toute une vie, y penser. En fait, Hamlet est votre frère, alors? Oui, exactement. Je pense pas d'ailleurs qu'Hamlet soit fou. Hamlet joue la folie, et puis c'est un moyen d'échapper à la vie, à la société. Enfin, tout est pourri dans le royaume de Danemark. Je pense que tout est un peu pourri dans notre société aussi. Et la folie est un refuge. Oui, j'ai le goût de la folie. J'ai le culte de la folie. Et en fait, je suis le contraire de ça, parce que je viens d'une famille paysanne, et j'ai vraiment des racines, et j'ai vraiment les pieds sur terre, et je passe ma vie à me détruire. C'est pour moi un chemin. Mais en fait, je me retrouve toujours. Et pourtant, je vous assure que je me fais mal, je me ménage pas. Bien conduire, c'est arriver à faire rester la voiture sur la route. Virage dangereux, tu parles, Charles. Là, il y a du gravillon, faut aller mollo. C'est mal. Du côté de mon père, ils étaient 5 frères, et 4 ont fait des courses automobiles, avec plus ou moins de succès. Un s'est tué, il s'appelait Louis, c'était un très très grand pilote. Et Maurice, celui que tout le monde connaît, a commencé avec la voiture accidentée de son frère. Et c'est avec cette voiture qu'il a reconstruite après l'accident, qu'il a commencé à courir. Là, j'ai fait un tête à queue là, j'en ai fait un là-haut, vite là-haut, hein, dans le parc Beaumont. Quel genre de coup? J'ai tapé des têtes à queue, hein, des vraies têtes à queue. Hein. Ou peut-être je prends du mal, hein. Des fois on accuse les autos, mais je sais pas, je suis trop nerveux, j'arrive pas à conduire propre. Moi, j'ai pensé jusqu'à l'âge de 40 ans que la notion de courage physique, c'était un petit peu une idée fasciste, une idée de droite. Mais c'est pas vrai. Je crois avoir compris ça après, c'est pas... Ou alors je suis devenu un homme de droite. Mais je pense maintenant que le courage physique, c'est très important. Non, je voudrais parler encore du courage physique, oui. Oui, le courage physique. Bon, moi j'ai eu envie de faire de la course d'automobile à partir de 40 ans. Ce qui est complètement aberrant, parce qu'en général, on se retire de la course automobile à cet âge-là. C'est une forme romantique que de n'avoir pas peur du risque. Voilà, c'est sur ce plan-là que je l'entends. Des amis me disaient, mais tu es con, parce que tu as un bon métier, ça marche bien, pourquoi tu veux aller te tuer? Je voulais pas me tuer. Il y a un vers d'Apollinaire que j'aime beaucoup, c'est il tombe des obus dans le ciel gris du nord, personne cependant n'envisage la mort. C'est beau, hein? C'était ça ma passion un peu, j'envisageais pas du tout la mort. Je sais, quand j'ai eu un gros accident aux 24 heures du Mans à plus de 300 à l'heure, et alors je me suis dit, là, plus de 300 à l'heure, je vais me faire mal, je vais me tuer.
Et j'ai fait 6 fois, d'un rail à un autre. Bon. Et alors, j'ai pensé, j'ai dit, je vais me tuer. Mais c'était embêtant parce que j'avais signé un film avec Claude Berry, qui était un ami. Et qu'est-ce que je vais dire à Claude? Est-ce qu'on peut vous parler de vos projets? Oui, je vais faire un film italien après, et puis ensuite je vais faire un autre film italien et puis un film français. Je fais en principe maintenant 3 films italiens et 2 films français. Je fais des films italiens commerciaux et des films... Coupé! Bon Dieu de merde, j'ai dit que je voulais pas de son gun. Il est dans le truc. Dans la vie, j'avais le son gun. J'avais le chien qui attendait, c'était extraordinaire. On l'a repris. Tout le monde au départ. Jean-Louis, vite! Jean-Louis! C'est un film qui a été fait vraiment avec des moyens tout petits. C'était un film très très pauvre. D'ailleurs, dans le film, il y a une partie en couleur et une partie en noir et blanc. Lelouch a raconté après que la partie, que ça correspondait à des moments psychologiques de l'histoire. En fait, on tournait en couleur quand il y avait suffisamment de lumière pour tourner en couleur, et quand il n'y avait pas assez de lumière, alors on tournait en noir et blanc, parce qu'on n'avait rien pour éclairer. La France présente Un homme et une femme, un film de Claude Lelouch. Un éclair suffit. Et c'est ce qui a arrêté la projection. C'est ce qui a raté. Le disjoncteur a sauté tout de suite. Est-ce que les gens se sont levés là-haut? Non, personne n'a bougé. Personne n'a bougé, non? Oui. Ça a été coupé? Vous étiez pendant la panne? Oui. C'est ça qui... J'ai cru mourir. Je te dis que Oui, Jean-Louis, oui, on a vu des journalistes déjà qui sont sautés au cou de Jean-Louis. T'as pas à te faire de soucis, ça a très bien marché. Mais très bien marché. Tu n'as pas vu le silence de mort dans la salle? Jamais on a vu ça. Mais vraiment, ça a très bien marché. Te fais pas de deal. Allez, détends-toi. À Cannes, Palme d'Or pour Un homme et une femme, avec Anouk Aimé, Pierre Barou et Jean-Louis Trintignant pour interprète. Je suis un... Et quand vous école, eh bien, je me suis organisé pour qu'elle suive des cours par correspondance. C'est-à-dire que délibérément, vous avez soustrait votre enfant à l'école uniquement pour les garder avec vous et avoir la possibilité de l'emmener. Oui, c'est très important, c'est très important pour moi, c'est très important pour mon enfant aussi, c'est très important pour ma femme. Il a des rapports merveilleux avec sa fille. La preuve, c'est qu'on l'a emmené voir Podane hier et qu'elle n'a pas compris pourquoi Podane n'a pas épousé le roi son père. Alors c'est vous dire à quel point. Quand elle est née, en ayant d'ailleurs les mêmes injustices, en étant aussi injuste qu'un amoureux peut l'être. C'est-à-dire que Marie, qui est très belle et qui a toujours été très belle, comme tout le monde, a des mauvais jours physiquement. Et ben quand Marie était moche, qu'elle ait 3 ans, 4 ans ou comme aujourd'hui, et ben alors les jours où elle est pas, il est d'une injustice. Il est moins gentil avec elle. Bon, allez, tout le monde en place. Sous la direction de sa femme, Nadine Trintignant, il tourne Défense de savoir. Non, mais elle le savait, on aurait été comme ça. Oh, il faut Et pour la première fois à l'écran, Marie, la fille de Jean-Louis et Nadine. Monique, t'as des trucs pour laver Marie, elle est dégueulasse. Mais non, tu le mets dans le plan. T'as rien compris? T'arrives. Comme ça, t'arrives. J'ai failli ne pas venir, mais je tiens à mes promesses. Le 22e Festival international du film de Cannes a en partie cessé de ronronner depuis quelques 48 heures.
Et hier soir, l'on a pu voir Ma nuit chez Maud. Ce film a été un régal pour les littéraires et les amoureux de Pascal. Un film d'Éric Romer présenté par la France avec Françoise Fabian et Jean-Louis Trintignant. Jean-Louis Trintignant qui est en passe de devenir l'enfant chéri du festival. Et lors des soirées de 22h, c'est toujours la même foule d'admirateurs, la même cohorte de photographes. Tout cela coïncide parfaitement avec les autres témoignages. Pourtant, une de vos phrases donne beaucoup à réfléchir. En fait, elle commande toute la suite de mon enquête. Je pense que vous êtes communiste. Moi? Oui, vous! Et Yago aussi, parce que vous êtes amis. C'est une phrase qui t'a échappé, sûrement. Qui me fait penser que tu l'es. Vous comprenez, les riches ont un rhume, plouf, une semaine au lit, nous les pauvres, une fêlure, faut travailler, sinon c'est le cimetière. Et tu n'as pas fini ta phrase parce que tu as compris que tu te trahissais. Mais je déteste les communistes. Je cours, les paroles ne m'intéressent pas, je veux des preuves. Il n'y a qu'un communiste pour dire ou penser ce genre de phrase. Je fais partie d'une organisation qui combat les communistes, eux et leurs amis. Et Yago? Yago aussi. Comment s'appelle-t-elle? Croc, combattant royaliste de l'Occident chrétien. Ah. 3 films sélectionnés pour Cannes, 3 films avec Jean-Louis Trintignant. Selon vous, est-ce multiplié par 3 ses chances d'un prix d'interprétation? Non, je crois pas. Moi, je suis pas un acteur à prix d'interprétation. Pourquoi? Parce que je suis pas un acteur à effet. Et pour avoir des prix d'interprétation, je crois qu'il faut une scène de folie ou une scène d'ivresse ou des choses comme ça. Et dans les films qui sont là, j'ai pas du tout ce genre de scène. Ce sont que des films, des rôles en demi-teinte, ambigus, enfin complexes, mais pas brillants. Je suis pas un acteur brillant. Prix d'interprétation masculine. Jean-Louis Trintignant dans Z. La performance de Trintignant dans Z ajoute un nouveau fleuron à Trintignant, mais aussi au film. Il est pas là. Il est absent. C'est marrant parce que cette année-là, j'ai appris à la télé que j'avais le prix. Mais je regrette pas, c'est pas grave. Mais si j'avais su, je serais resté. Le garçon, le producteur du film, Jacques Perrin, qui vient chercher, le comédien d'ailleurs, qui a eu le courage de monter ce film avec ses propres économies au départ, alors qu'aucun producteur et aucun distributeur n'en voulait. Vous ne craignez pas le film politique? Je le recherche. Vous le recherchez, mais vous souciez-vous du camp qu'occupe votre personnage dans l'histoire qu'on raconte? Ah, ça, absolument pas, non. C'est le film, la portée politique du film qui m'intéresse. Mais je joue volontiers un rôle qui n'est pas dans mes opinions. Bon, politiquement, je suis de gauche, mais très de gauche. Vous savez, il y a un poète qui a dit quand on a une fois dans sa vie ouvert les yeux, on ne peut plus dormir tranquille. Et je crois que j'ai ouvert les yeux une fois, et puis depuis, je ne dors pas tranquille. Vous tournez depuis quelques années des films qui ont des prolongements politiques. Est-ce que ces films témoignent d'une prise de conscience politique dans votre vie? Je pense que le cinéma est un véhicule d'idées formidable et que il faut faire attention à ce qu'on fait, qu'il y a chez nous un engagement chaque fois qu'on décide de faire un film. Donc je veux faire des films qui soient en rapport avec mes idées. Mais je suis contre un cinéma didactique politique. D'ailleurs, les films auxquels j'ai participé ne sont pas des films didactiques. Mais je pense que l'acteur a une responsabilité sociale, un engagement. Il y a un engagement chez nous chaque fois qu'on fait un film. Ce n'était pas la première fois que Serge allait commettre un assassinat politique. La première fois, c'était en 1927, à Canton. Après cela, il y avait eu Saigon, Casablanca, Zurich, Francfort. Serge regardait Clément, car pour Clément, c'était la première fois. Vous pensez vraiment ne pas être en accord avec ces personnages, moralement et psychologiquement? Non. Non. Mais si je peux jouer un personnage de salaud, c'est que
je me comporte pas, enfin j'essaie, je crois que je ne me comporte pas comme un salaud dans la vie, mais c'est que je l'ai en moi. C'est que ça m'est pas franchement étranger. Oui, c'est ça, parce que ça ne vous serait pas possible de jouer. Je crois pas, non. Non, non. C'est quelqu'un de très gentil habituellement. Et des fois, il peut dire des choses ignobles, mais d'humour noir, qui le font rire, lui, qui sont drôles, moi je trouve d'ailleurs, mais qui sont très méchants. Très méchants. Oui, ma fille, c'est curieux qu'elle dise ça. Oui, c'est sûrement vrai, mais c'est vrai que j'ai un goût d'être un petit peu ce que je ne suis pas. Dans la vie, bon, je suis toujours très gentil, et puis, ça n'est jamais très méchant, mais j'aime, par exemple, avec un enfant, j'ose pas le dire, c'est presque un peu monstrueux, j'aime le faire pleurer pour après le consoler. Mais enfin, je le fais pas pleurer sur une chose très grave. Mais c'est peut-être ça qu'elle a voulu dire. C'est vrai qu'étant petite, j'adorais la sentir vulnérable pour la consoler. Et parfois, c'est moi qui la rendais vulnérable. Vous croyez que c'est de là que vient l'étrange sourire que vous avez parfois? Une. 3. Le poker, pour moi, c'est vraiment... toute ma méchanceté s'exprime au poker. Et je joue très bien au poker. Comment elle s'exprime? Eh bien, vous savez, jouer au poker, c'est le jeu le plus monstrueux qui existe. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment sordide. Quand on joue au poker, pour gagner, il faut s'attaquer à quelqu'un qui est faible. Il faut s'attaquer à quelqu'un qui est perdant. Il faut l'accabler. C'est abject, c'est ce qu'il y a de plus abject. Et moi, je le fais au poker. Ça m'amuse beaucoup de le faire. 25. Carré de 10. Oh la vache. Je crois que tout l'argent est chez Jean-Louis, hein. Fallait le faire. Ah oui. À un certain moment, vous avez aussi choisi de jouer uniquement des personnages antipathiques, tels que le conformiste de Bernardo Bertolucci. Et là, c'est aussi un personnage d'une grande duplicité, d'une grande ambiguïté. Oui. Il m'est difficile de dire si c'est mon meilleur rôle. Oui, ça a été le plus difficile. Mais c'est certainement le plus beau film auquel j'ai participé. Vous n'avez éprouvé aucune horreur pour mon crime. Seulement un peu de surprise parce que je ne suis pas venu me confesser tout de suite après. Il faut vous repentir, mon fils. Il faut implorer le pardon. Je me suis repenti. Je me suis repenti d'un repentir social. Oui. Je me confesse aujourd'hui pour le crime que je vais commettre demain. Un sang nouveau lavera l'autre. C'est le prix que me demande la société. Et je le paierai. Oui. Le conformisme, bon, c'était une époque d'abord douloureuse de ma vie. C'est une époque très douloureuse. C'était une époque, le film s'est tourné à Rome et pendant le tournage, j'ai perdu un enfant. Un matin, comme ça, je devais aller au tournage, je me suis réveillé et c'était une petite fille qui avait 1 an. Et je l'ai trouvée morte dans son berceau. Et alors ça a été vraiment, c'est difficile, parce que si on a un rhume, les assurances de cinéma acceptent très bien qu'on n'aille pas tourner parce qu'on a un rhume. Mais quand un enfant meurt, ça n'est pas prévu. Donc il a fallu aller tourner. J'ai pas tourné le jour même, mais le lendemain et presque tout le film, je l'ai fait enfin avec cette douleur vraiment épouvantable. Donc c'était un moment où j'étais vraiment très très douloureux. Et Bertolucci, qui est un immense metteur en scène, et comme tous les immenses metteurs en scène, un type qui finalement est très dur. Il m'a dit, il me l'a pas dit sur le moment, mais il m'a dit après, tu sais, je me suis servi vraiment de toi. C'est ça, bon, on est des comédiens, c'est en même temps notre grandeur et c'est en même temps, nous sommes rien du tout. Enfin, c'est en même temps dérisoire, tout est dérisoire parce que jouer la comédie par rapport à des moments comme ça, c'est complètement grotesque et dérisoire. Mais bon, si on accepte d'être ça, il faut aller jusqu'au bout. Et il est certain que c'est peut-être ce que j'ai fait de mieux
J'ose à peine le dire à cause de ce drame. Vous savez, un comédien, c'est quelqu'un qui se fait mal. Parce qu'on ne peut pas faire impunément quand même jouer avec sa sensibilité sans se faire mal. C'est un petit peu comme un type qui aurait une croûte et qui serait tout le temps à se la gratter et qui se ferait saigner. Nous, c'est ça les comédiens. On n'arrête pas de se gratter nos croûtes et de se faire saigner. Nos croûtes, ce sont nos problèmes, nos complexes, ce qu'on a finalement de nos inhibitions, ce qu'on a de plus caché, de plus honteux même en nous. Un acteur, Jacques Dufilot, un accessoire, une moto et son sidecar, des caméras 35 mm, un décor, la région de Nîmes, les éléments classiques pour réaliser un film. Mais un des éléments de l'équipe de tournage n'est pas à sa place habituelle. Jean-Louis Trintignant derrière la caméra et non devant. Jean-Louis Trintignant tourne un film comme réalisateur, un film dont il a écrit le scénario. Un boulanger abandonne son four pour enfourcher son sidecar. Il va assassiner 9 personnes. Le titre, Une journée bien remplie. Ça va être très surprenant parce que je crois qu'on ne s'attend pas de ma part à un film comme ça. On pouvait s'attendre à un sujet plus peut-être engagé, plus sérieux, alors que c'est un film d'humour et d'humour noir. Et c'est pas évident quand on me voit que j'ai de l'humour parce que j'ai un visage assez triste. Il y a une définition de l'humour noir que j'aime beaucoup, c'est Boris Vian qui l'a donnée. Il a dit « L'humour noir, c'est la politesse du désespoir ». Et c'est ce qui me plaît. Je pense que l'humour noir, c'est une façon de ne pas ennuyer les gens avec nos problèmes. C'est une façon polie et pudique, finalement, de leur parler de notre détresse. Moi, je suis traumatisé par la mort. Et j'ai voulu parler de la mort. Alors j'ai raconté 9 meurtres, mais je ne les ai pas racontés d'une façon réaliste. Je les ai racontés d'une façon parfois cruelle. Mais j'ai essayé de démystifier la mort. Touché. Quelle haleine. Oh. Mais moi, je pense à la mort pour mieux vivre. Je pense qu'on devrait vivre chacun comme si on allait mourir le lendemain. Je pense que quand on fume une cigarette, on devrait la fumer comme si c'était la dernière cigarette. Quand on boit un verre de vin, on devrait penser que c'est le dernier, on l'apprécierait merveilleusement. Quand on fait l'amour, on devrait penser que c'est la dernière fois et on serait dans un état extraordinaire. Les rencontres les plus agréables, les plus enthousiasmantes qu'on peut avoir, c'est quand même avec les femmes, parce que c'est plein, et c'est très bien, je trouve. Moi, je me suis enrichi avec les femmes que j'ai connues, et je leur dois beaucoup. Tout ce que j'ai, c'est grâce aux femmes.
vous avez été amoureux de Romy Schneider? Oui. Comment ne pas être amoureux de Romy Schneider? Comment? Vous avez tourné combien de films avec elle? Oh, beaucoup, 4 ou 5. Mais je me suis conduit comme un imbécile, mais j'étais amoureux. Oui, elle est très séduisante. Je crois qu'elle est très intelligente. Vous parlez d'elle au présent? Eh oui, c'est vrai, ouais. Ah oui, mais c'était quelqu'un de formidable. Je me demande pourquoi tu restes avec moi. J'ai pas envie de te quitter. Mais si, qu'est-ce que tu racontes? T'as forcément envie de me quitter. Je me demande pourquoi tu l'as pas déjà fait. Par pitié, hein? Alors nous allons maintenant parler avec vous d'un autre film, Le Voyage de noces, qui a été écrit et réalisé par Nadine Marquand-Trintignant, que je vous demande d'accueillir maintenant. Alors, Le Voyage de noces touche du doigt un sujet qui nous concerne tous, bien que nous nous en défendons, hein, la jalousie. Oui. À chaque fois que nous faisons quelque chose dans ce métier, il y a quelque chose qui nous appartient d'autobiographique. Je suppose que c'est un film un peu autobiographique. Oui, c'est vrai, oui. Bon, alors la jalousie est le thème de votre film, Le Voyage de noces. Le couple, on se fait du bien, on se fait du mal. Alors on doit rester ensemble tant qu'on se fait un peu plus de bien qu'un peu plus de mal. Et puis si un jour on se fait plus de mal que de bien, alors il faut se quitter. Mais il faut, je crois, il faut pas avoir peur de se faire du mal. Quand j'étais petit, je cassais mes jouets. Avec mes rapports avec les gens, c'est un peu ça aussi. Les gens, quand je les aime bien, souvent je détruis notre amitié ou notre amour. C'est-à-dire que quand vous avez tiré le maximum de quelqu'un, vous le rejetez. Ah, vous êtes dur, non mais... Vous êtes dur, là, vous cherchez à m'acculer, à... Attendez, je m'en sortirai pas de ce truc. Non, c'est-à-dire que... Non, puis les gens vraiment que j'aime beaucoup sont les gens riches, sont les gens qui ont toujours quelque chose pour m'étonner. Alors ceux-là, je ne les quitte pas, ou si je les quitte, c'est vraiment provisoirement. Je les retrouve, je les recherche après. Mais c'est pas parce que j'ai été ami avec quelqu'un, si tout d'un coup je me rends compte que j'ai fait le tour de lui et que, bon, c'est pas au nom de notre... Oui, qui m'apporte plus rien. C'est pas au nom de notre amitié passée que je continuerai à le voir. Je le rejetterai, c'est vrai. Il faut que les aides vous apportent quelque chose, tout le temps. Oui, oui, oui. Qui vous aide à vous recharger. Oui. Surtout qu'il vous aide à vivre. Oui. Pas tellement à vivre, parce que moi j'ai besoin de personne. Je suis monstrueux, non? Je me rends compte, là. Je me psychanalyse. Et c'est-à-dire que je peux très bien vivre tout seul. J'ai eu envie comme ça d'arrêter tout d'un coup parce que j'avais vraiment tourné beaucoup pendant 10 ans. J'ai eu envie de tout arrêter, de vivre tout à fait en dehors, de plus voir personne du cinéma. Et je suis allé vivre en Provence exactement, à côté d'Aix-en-Provence, dans un village où j'avais acheté une petite maison dans le village que j'ai arrangé pendant 1 an et demi. Quel âge vous avez? 88. 88? Mais c'est formidable. Ce sont les 88 premiers qui sont les plus durs, il paraît. Les autres, ça passe bien. Oui. Qui vous aimez bien comme chanteur? Oui. Oh, et... Tino Rossi? Tino, quand... Ah, Tino, oui. Oh. Mais il chante, hein. Il chante encore, hein? Ah, ouais. Mais il y a le fils, je pense, qui chante. Ah oui, mais c'est moins bien, hein? Oui, enfin, il se défend. Je me suis réveillé à 60 ans en me disant il faut quand même prendre le temps de vivre. Je crois qu'on n'est pas obligé de passer à la télévision qu'on parle de vous pour être heureux. Je crois même que ça rend pas tellement heureux. L'ambiance des tournages, c'est pas quelque chose qui vous manque tout de même?
Non, franchement, non. C'est bien. Non, La réponse je veux est franche. que ce soit chaque tournage, que ce soit un bonheur, mais il faut aussi être très exigeant, je crois, si on veut que ce soit un bonheur. Action. Et lentement, un truc vient en vous, comme ça, une angoisse monte, et puis c'est comme si vous aviez tout à coup une intuition, et là, dans votre visage doit passer toute l'angoisse du mec qui est trompé. C'est dur. Vous voulez qu'on la répète? Non. Non. « 140 sur un troisième. » Qu'est-ce qui t'a pris d'aller piquer dans la caisse à la pizza? C'est toi qui m'as dit. C'est moi qui t'ai dit? C'est moi qui t'ai dit d'aller faire le con la pizza? Putain! C'est ma faute. Si je donne du pognon à quelqu'un, c'est mon affaire. J'ai besoin de personne pour arranger mes coups. Non mais c'est vrai quoi. Si chaque fois que je dois du pognon, tu vas braquer une pizza, putain! On va finir par se faire remarquer. Non. Tu t'excuses pas. T'en as rien à foutre des autres, tu les emmerdes, les autres, tu leur chies dessus. T'accueilles. Monsieur, s'il vous plaît. Un con, ça t'évitera de t'excuser. Vous venez, monsieur? Oui, monsieur, j'arrive. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Rien. Ils vont rien te faire, que tu veux qu'ils te fassent. Vous savez pas si le patron de la pizza a porté plainte? Oui? Oui. Oh là là. Je t'embrasse, Solo. Et je t'adore. Joli et bizarre enfant chéri. J'entends ta voix qui me rappelle un concert de bois musée. Hautbois, flûte, clarinette, corps anglais. Lointain concert varié à l'infini. Je te moque parfois. Il faut qu'on rie. Oh ma chérie. Souvent j'ai passé du temps avec Marie. Quand on se quittait, je sentais qu'elle pensait que c'était peut-être la dernière fois qu'elle me voyait. Ma Rose. En fait, la dernière fois qu'on s'est vu, on savait pas que c'était elle qui serait pas là la prochaine fois. Vous savez, à partir d'un certain âge, on est tous entourés de morts. Hein. Cela dit, qu'on perde sa fille, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Oui, mais je sais pas comment faire. Hein. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. J'étais un peu enfermé dans une douleur un peu négative, quoi. Je pouvais rester 3 heures ou 4 heures les yeux dans le vague à ne rien faire. Au moins là, de jouer, de travailler au théâtre, ça me passionne. Bon, et j'arrive à me passionner pour autre chose. C'est-à-dire, il m'est arrivé la pire des choses qui puissent m'arriver, donc maintenant, tout ce qui m'arrive, ben, c'est pas grave. Hein. Je m'étais dit, même si c'est raté, même si ça marche pas, même si personne ne vient, même si les gens n'aiment pas, c'est pas... Qu'est-ce que c'est par rapport à la mort d'une personne
à la mort de la personne que j'aime le plus au monde, rien n'est grave, quoi. Amour de Michael Haneke. Je voudrais dire un petit poème de Prévert très court, très court. C'est « Et si on essayait d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple ». Mais ouais, j'ai trop pleuré. Les aubes sont navrantes. Toute lune est atroce et tout soleil amer. L'âcre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes. Oh, que ma quille éclate. Oh, que j'aille à la mer. Si je désire une eau d'Europe, c'est la flache noire et froide. Vers le crépuscule embaumé, un enfant accroupi, plein de tristesse, lâche un bateau frêle comme un papillon de mai. Je ne puis plus baigner de vos langueurs, ô lames. Enlever leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, ni nager sous les yeux horribles des pontons.